les films que j'avais faits, juste après Les Bronzés, c'était des comédies. Et Les Bronzés font du ski, Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Revient, Circuler, il n'y a rien à voir. Le dernier étant un film dont je ne suis pas spécialement fier. Enfin bon, bref, et j'étais à ce moment-là dans une espèce d'habitude, de routine, on pourrait dire, à faire un film par an, et puis une nouvelle comédie annuelle, quoi. Hein, et je m'endormais un peu, c'est-à-dire je ne m'en rendais pas tout à fait compte, mais c'est à ce moment-là que Christian Fechner m'a fait venir dans son bureau en me disant, voilà, je voudrais qu'on se parle, j'ai quelque chose à vous proposer, à vous raconter, à vous dire. Et donc je me retrouve devant Christian Fechner et il me dit bon voilà, en un mot commençant, Patrice, est-ce que vous avez envie de faire des comédies toute votre vie? Et je m'étais moi jamais posé la question. Et je lui réponds oui, non, enfin je sais pas, enfin tout m'intéresse, tout m'amuse, mais pourquoi vous me posez la question? Il me dit parce que voilà, j'ai dans l'idée un projet qui serait un film d'action, d'aventure, avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot, qui se passerait sur la Côte d'Azur, à Nice, et il y aurait une histoire de casse, un casino, voilà, c'est tout ce que je sais. Et je lui dis, mais pourquoi vous me parlez de ça? Et il me dit, Fechner, il me dit, parce que je crois que ce serait bien que ce soit vous qui fassiez ça. Quand quelqu'un est capable de faire une grande comédie, il est à mon avis capable d'aborder tous les genres cinématographiques, parce que la comédie est un genre qui nécessite de la mobilité, de la rapidité, un sens du timing très précis. Donc dans l'envie de faire un film d'action avec un metteur en scène qui jusqu'à présent avait fait de la comédie, ça me paraissait évident de penser à Patrice, oui. Et moi, comme souvent j'ai procédé ainsi dans ma vie et mon travail, j'ai pas attendu longtemps et je lui ai dit au bout de 12 secondes, oui, bien sûr, je vais faire ça, c'est super. Et je me suis retrouvé un peu, non pas gros gens comme devant, mais en ayant dit oui à un projet dont j'ignorais tout et dont j'ignorais surtout si je serais capable de le mener à bien. Mais je pense que si Patrice n'avait pas eu envie de faire un film d'action, il l'aurait pas accepté. C'est quelqu'un qui est extraordinairement sécurisant, à la fois, je pense, pour ses comédiens, pour ses techniciens et pour le producteur. Mais ce qui m'excitait plus fort que tout, c'était l'idée de faire un film qui justement casse cette routine de la comédie, un film qui soit un film de pur cinéma, comme je pouvais avoir envie, et je me suis lancé là-dedans. Il y avait à l'époque des cinéastes français qui étaient vraiment des ténors dans le genre, mais moi pas. Moi j'ai fait Les Bronzés, Viens chez moi, j'habite chez une copine, enfin... Mais voilà, il y a cru et il a eu à ma place, Christian Fechner, il a eu à ma place une idée très culottée. Parce que c'est pas une idée que j'aurais eue moi. Il était une fois un grand méchant loup assis sur 3 milliards. Brandon, ce que t'as dans la tête, c'est pas le casse du siècle. Chut. C'est la connerie d'année. Qu'est-ce que t'en sais? Mais parce que le seul endroit où tu peux trouver 3 milliards sur la Côte d'Azur, c'est dans un casino, non? Casino Mazetti, par exemple? La question immédiate, ça a été, bon, mais qui va écrire ce film? Parce que moi, il était hors de question que j'écrive un film pareil, parce que c'était pas du tout dans mes cordes, quoi, a priori. Hein. Et Fechner m'a dit, bon, on va réfléchir, mais bon, voilà, José Giovanni a écrit souvent des films très, très couillus de ce genre et tout, et je crois que c'est bien, José Giovanni, une écriture entre guillemets à l'ancienne, enfin classique, et vous, dans une mise en scène un petit peu plus moderne, ces acteurs, enfin je vois bien ce mariage-là, et je dis oui, très bien, c'est super, allons-y. Je lui ai raconté exactement le film que je voulais, d'ailleurs. Et il m'a amené une version qui était une... Bon, José Giovanni, c'est un très grand auteur, hein. Donc, mais il m'a amené une version qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Parallèlement ou pas parallèlement, je ne connais plus très bien la chronologie des choses. Bernard Giraudot nous avait parlé d'un garçon qui s'appelle toujours d'ailleurs Bruno Tardon, et qui avait écrit un scénario qui lui paraissait intéressant aussi. Donc, enfin, on s'est retrouvés avec... deux scénaristes qui travaillaient ensemble sur deux scénarios, ou scénaristes, je ne sais plus comment on dit, pour ce même film. Évidemment, l'un et l'autre ignoraient qu'il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait. Je ne dis pas que c'est honnête ou malhonnête, c'était luxueux hein, d'avoir deux scénarios à notre disposition. Il se trouve qu'à l'arrivée,
le scénario de Bruno Tardon était beaucoup plus emballant par rapport à ce qu'on voulait faire que le scénario de José Giovanni. C'est très subjectif, mais bon, c'est comme ça, et c'est pas contre José qui est un type qui a beaucoup de talent, hein, c'est pas la question. Et on est arrivé à cette solution un peu biscornue, qui est qu'on a pris le scénario de Bruno Tardon et qu'on a pris le titre du scénario de José Giovanni, parce que le scénario de Giovanni s'appelait Les Spécialistes, et c'était un très bon titre, je trouve. Le scénario de Tardon était très bon pour des tas de choses, et puis il nous satisfaisait pas complètement à un autre niveau, c'est-à-dire qu'il était un petit peu sérieux, il était un petit peu mâchoire serrée, quoi. Hein. Et moi, je voulais absolument qu'il y ait, non pas de la dérision, mais qu'il y ait un peu de légèreté, un peu de modernité, un peu de swing, quoi, voilà. Et je trouvais que ça manquait. On a retravaillé sur le scénario de Tardon avec Patrick De Wolf, qui est un fidèle des fidèles, quoi, un ami, mais surtout un très bon partenaire d'écriture. Puis après, dans un deuxième, troisième ou 15e temps, je ne sais pas comment on doit dire, on s'est dit, tiens, ben, après tout, Michel Blanc est très très doué pour les dialogues, il ne pourrait pas nous redialoguer un petit peu ça, quoi, pour donner une touche plus actuelle, plus moderne. Je vais TR2. Putain, passe-toi le nez. Avec calmement, pour con, va. Démerde-toi, je m'en fous. J'ai pas envie de crever du rhume d'un autre. Je me souviens qu'on était encore en train d'écrire le scénario, de modifier, de changer les scènes, de remettre en question des trucs, alors que la préparation du film était commencée, que j'étais en repérage avec l'équipe à Nice, que De Wolf était descendu à Nice pour qu'on écrive le soir après les repérages, un peu dans la nuit. Moi, je dormais un peu, je partais en repérage le matin de bonne heure, De Wolf travaillait dans la chambre d'hôtel, le soir on se retrouvait. Enfin, c'était un peu à haut risque, quoi. On se rendait compte qu'il y avait des trucs qui tournaient rond, qui tournaient pas rond, qu'on voulait un peu border, bétonner. C'était pas du tout la structure elle-même, parce que le fait qu'il y ait un des deux personnages qui soit un flic, l'autre qui soit un truand, et qu'à eux deux, ils fassent un casse pour niquer la mafia, ça, c'était vraiment parfait, et c'était vraiment le scénario de Bruno Tardon. Et s'il y a bien une chose qu'on a respectée à la demi-virgule près, c'est la partie Bruno Tardon qui est le casse lui-même, le casse impossible à faire. Ça veut dire que même avec le concours de l'armée, ton casse, il est impossible. Merde! C'est parce qu'il est impossible ce casse que je veux le faire! Eh ben, fais-le tout seul. Tiens, je te le laisse. Je suis seigneur, tu vois, je te le laisse. Allez, salut Brandon, hein, et bonne route. À l'époque, en 85, les stars qui tenaient le haut du pavé dans ce registre-là, c'était Delon et Belmondo. Ce qui est drôle, évidemment, puisque plus tard, nous avons fait un film avec eux. Et il fallait absolument faire un film façon Delon et Belmondo, mais façon nous, façon nouvelle génération, pardon, pour eux. C'est vrai que les spécialistes, c'est Lanvin et Giraudot, et puis quelques méchants, parce qu'il y a toujours des méchants dans ces films-là, sinon c'est pas drôle. Hey, ça va? Super. Je croyais qu'il n'y avait personne. Il y avait personne. On voulait absolument qu'il y ait un personnage féminin qui existe pour de vrai dans ce film. Alors, si j'ai bien compris, là, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus le casse à deux, mais à trois. Quelque sorte. Ah bah bravo, alors je savais même pas qu'on le faisait à deux, moi. Décidément, c'est la journée des surprises. Bah oui. Je m'appelle Laura. Moi, Stéphane. Et vous? Paul. Paul? Oui, Paul, je m'appelle Paul. C'est comme ça, je m'appelle Paul. Avec Patrick De Wolf, quand on travaillait là-dessus, on déployait beaucoup d'énergie et d'idées à faire exister ce personnage. Un personnage de femme dans un film d'homme, ce qui est toujours mission impossible, enfin souvent. Et là, on croyait que c'était mission possible, mais non, on s'est planté là-dessus. C'est notre faute, c'est ma faute. Voilà, il est un peu translucide, quoi. Voilà, il manque de caractère, il manque d'invention. C'est pas l'actrice qui est en cause, mais voilà, on lui avait pas donné grand-chose à faire, quoi. Chaque nouveau film propose un projet de mise en scène, et c'est encore valable aujourd'hui. On ne met pas en scène La fille sur le pont au ridicule comme Tandem ou Les Spécialistes. J'avais conscience de faire un film sur lequel il y aurait des cascades, des choses impressionnantes et tout ça, et que là, il ne fallait pas se planter sur ces trucs-là. Mais moi, j'aime les bagnoles, j'aime les inventions qu'on avait eues, cet énorme camion qui écrabouille tout à la fin. Ça, je me sentais vraiment super bien là-dedans. Je voulais que ce soit bien, mais je me sentais bien, voilà. Surtout sur un plan plus proche des acteurs, je me rendais bien compte à quel point je pouvais me permettre d'adopter une mise en scène infiniment plus musclée
que sur les comédies. Tout simplement parce que les personnages eux-mêmes étaient plus musclés. D'où l'utilisation de gros plans, très gros plans, d'où l'utilisation de choses un peu gonflées comme des regards caméra auxquels on ne s'attend pas, ou des choses comme ça. Sur les spécialistes, c'est la première fois que j'ai fait ça. Je me suis servi, à bon escient j'espère, dans d'autres films de ce petit truc un peu bizarre. Mais c'est Giraudot qui m'a soufflé l'idée. Et c'est dans la scène au cours de laquelle Giraudot est à moitié endormi, comme ça il se réveille, il relève la tête vers Gérard Lanvin qui est vers lui et qui le braque avec un flingue. Quand tu joues là? Allez, c'est fini, Brandon, on arrête tout, là. Et Giraudot m'a dit, tu sais, là je me demande si ça vaudrait pas le coup de le faire en regard caméra. Alors, ça fait quoi de se réveiller mort, hein? Moi j'avais prévu de faire champ contre champ sur lui, sur l'un, sur l'autre, puis il se déplace comme ça, enfin tout ça était conçu de manière assez simple mais efficace. Et Giraudot m'a dit, regarde ce que ça donnerait si Lanvin et moi, à tour de rôle, enfin quand on est dans le plan, on regardait la caméra. Je le crois pas, ça. T'es une ordure de flic. Ça m'a foutu la trouille, mais ça m'a excité au plus haut point et j'ai trouvé ça vraiment sensationnel. Et j'ai dit à Bernard, c'est une idée merveilleuse, on va faire ça. C'est atypique, ça se fait pas tous les 4 matins. Moi, j'ai jamais tellement vu ça dans les films, surtout pour une scène comme ça, mais on va le faire, ça m'a botté. Et alors, Bernard Giraudot et moi, ça allait parce qu'on avait fait Viens chez moi quelques années avant et qu'on s'entendait bien. Lanvin était rassuré par le côté Patrick Devolf, Michel Blanc, dialogue, parce qu'ils avaient fait ensemble Marche à l'ombre. Fechner chapeautait l'ensemble, il avait produit Marche à l'ombre et Viens chez moi, donc les deux acteurs faisaient confiance à ce producteur. Et surtout, les deux acteurs étaient fous de joie de l'entreprise. Moi, ils me faisaient confiance en disant pourvu qu'ils sachent le faire. Bon, mais ça allait, il n'y avait pas de méfiance du tout. Mais malgré tout, comme Lanvin et Giraudot ont deux caractères extrêmement différents, très complémentaires mais très différents, il fallait un peu mettre un coup de diapason sur tout ça qui n'était pas forcément commode à donner parce que Giraudot, il était rigolo dans tout ce qui était action, varap, vertige, ça c'est son domaine, il adore ça. Alors des fois il roulait un petit peu des mécaniques par rapport à ça. Lanvin, lui, il a le vertige, il déteste ça. Mais il mettait un mouchoir par là-dessus et il pipait mot et il endurait sans moufter. Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non! Hé! Non! Moi je me souviendrai toujours de truc où au début ils sont enchaînés, enfin ils ont une paire de menottes quoi. Et les menottes, on ne peut pas mettre des menottes en carton bouilli, quoi. Les menottes, c'est des menottes et ça fait mal, les menottes. Alors quand vous êtes suspendu dans le vide, même s'il y a un câble invisible qui fait que vous êtes suspendu par un harnais, les menottes, ça fait vachement mal quand même, quoi. Et Bernard Giraudot, qui est pourtant pas un douillet, il dit, faut qu'on trouve un truc pour ces menottes, ça m'abîme le poignet, ce que je comprenais très bien. Et Lanvin, à la fin de la journée, il avait le poignet ensemble, il disait mot, il dit oui, ça fait mal. Voilà, et c'était tout. Bernard avait confusément en lui, ou pas confusément d'ailleurs, des vraies envies de mise en scène. Il voulait tourner. Et il avait raison de vouloir, hein, parce que quand on voit la qualité des Caprices d'un fleuve, qui est un film que j'aime par-dessus tout, il avait raison de vouloir faire de la mise en scène, ça c'est sûr. Mais quand un acteur veut faire de la mise en scène, ça peut devenir un acteur chiant, parce que la mise en scène l'intéresse, et qu'il s'en préoccupe un petit peu, il vient tourner autour de la caméra en disant « tu crois pas qu'on pourrait faire comme ci ?» ou « ah bon, t'as quel objectif là ? Et là, un plan comme ça, ce serait pas… » Bon, j'exagère, mais à peine. Et c'est vrai que Bernard, parfois, me saoulait un peu à vouloir s'intéresser à ce point à la mise en scène. Non pas qu'il mettait en cause mon travail, mais je finissais par penser qu'il le mettait en cause parfois, alors que Lanvin était d'une docilité exemplaire. Alors de temps en temps, c'était ça un petit peu le hiatus entre les deux. Un acteur confiant et qui faisait les choses à fond, et un autre qui était confiant aussi, mais qui pinaillait un peu sur des trucs. Je peux en vouloir de rien à Bernard Giraudot, qui est encore une fois un type que j'aime énormément, et un acteur qui est de meilleur en meilleur, mais je peux en vouloir de rien. Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai fait 3 films avec lui et que c'est les 3 plus gros succès que j'ai faits. Donc il faudrait que je tourne plus souvent avec Bernard Giraudot. Pour les cascades plus physiques, hein, les cascades de grimpettes, de vide, de vertige et tout, il y a un truc qui m'a sauvé pour arriver à mettre en scène ça. Ce qui m'a sauvé, c'est que moi-même, j'ai un peu le vertige, quoi. Et donc du coup, d'arriver…
avec les plans, avec le cadre, avec la mise en scène, d'arriver à communiquer le vertige, ça c'est quelque chose que je sentais très bien. Parce que si un plan, une installation de caméra ne m'avait, moi, pas donné le vertige, je me serais dit, bah non, c'est que le plan est nul, donc il ne faut pas le faire comme ça. Et je sentais assez bien, pardon c'est prétentieux, mais je sentais assez bien comment filmer ça pour foutre la pétoche. Alors ce qui était un petit peu lourd à porter, c'est qu'on ne peut pas tourner comme ça à flanc de Verdon, Varap, Grimpette, sans un maximum de sécurité, autant pour les acteurs que pour l'équipe. Il y avait des plans où ils ne pouvaient absolument pas être doublés, où ils sont accrochés à flanc de montagne. C'était impossible de les doubler et c'était impossible de les assurer aussi. Le seul moyen pour qu'ils tournent a été de leur demander de nous écrire qu'ils voulaient le tourner et de prendre une assurance personnelle, mais qui n'avait rien d'une assurance cinématographique. Il y avait une très très bonne équipe de grimpeurs et d'installateurs de tubulures pour la grimpette et la sécurité, pour installer la caméra en déport et tout ça. Enfin, mais c'était un petit peu long et lourd. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les trucs qui avancent, quoi. Hein. Et là, tout ce qui était la partie Grimpette-Verdon, qui est assez peu de choses dans le film. Hein. Je me souviens qu'on rentrait du tournage le soir, on avait fait 3 plans et c'était 3 bons plans. Oui, du moins j'espère, mais on avait fait que 3 plans, quoi. C'est le dernier film que j'ai fait sans être cadreur et je ne le regrette pas, ça s'est trouvé comme ça et heureusement il y avait un type excellent qui est toujours cadreur et chef opérateur aujourd'hui qui s'appelle Jean-Paul Meurice et lui alors a pas froid aux yeux, il n'a pas le vertige, il peut se mettre en déport avec la caméra où on veut, enfin ça m'a bien aidé pour ces scènes-là. Moi j'étais là à les voir faire et puis à être un peu impuissant, à demander des choses et puis à dire bah, allez-y, faites-le quoi. Et on se sent un petit peu con, je dois dire, quand on suspend les acteurs dans le vide, on suspend la caméra dans le vide, le cadreur dans le vide, les équipes de sécurité dans le vide, et puis nous, on est là tranquillement sur le rocher, assurés avec un câble au cas où on irait trop près du vide, mais il n'y a pas de danger. Puis on regarde le film en train de se faire, quoi. C'est vrai qu'il m'arrive très rarement de me foutre vraiment hors de moi. C'est-à-dire quand la coupe est pleine, je ne peux pas tenir le coup quoi, tout le temps. Donc, sur les spécialistes, c'était assez rigolo parce qu'on était de part et d'autre d'un cours d'eau qui faisait beaucoup de bruit. La caméra et l'équipe étaient d'un côté, les comédiens étaient de l'autre pour traverser ce cours d'eau qui était un peu tumultueux. C'était pas commode, donc il y avait une espèce de radeau, c'était un merdier. Et moi, je vais sur la rive des acteurs, et puis il y avait l'équipe, et puis on communiquait par talkie-walkie, quoi. Et ces trucs-là, ça ne marche jamais. On ne pouvait pas se parler d'une rive à l'autre parce qu'on se cassait la voix et on n'entendait rien. Donc on était obligé de parler par talkie. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça m'énerve, ces appareils-là, parce que ça marche une fois sur 20, quoi. Enfin, ça a fait des progrès depuis, mais à l'époque, ça ne marchait pas. Et je me rendais compte qu'on perdait du temps. Enfin, ça m'énervait quoi, d'être trahi par la technique, un appareil à la con comme ça avec une antenne. Et de rage, j'ai balancé les talkies dans le cours d'eau qui était donc le Verdon. Et cette rage-là, qui est une rage de gosse, quoi, presque, non pas d'enfant gâté, mais c'était un coup de caprice, quoi. Cette rage-là, elle a été tellement inattendue de la part d'un mec qui est plutôt calme que ça a séché un peu l'équipe entière, quoi. Ils étaient ahuris de me voir devenir tout rouge et d'avoir balancé de rage les talkies dans l'eau. C'est rien, c'est absolument dérisoire par rapport aux grandes colères spectaculaires des gens du cinéma. Moi, c'est une petite colère de crotte de bique, c'est une colère de poupée Barbie, quoi. Hein, mais et ce qui est drôle, c'est que le mec était responsable du Verdon, avec sa combinaison de plongée, le soir, il a plongé pour aller récupérer les talkies en pensant qu'il ne serait pas emporté par le courant. Il s'était coincé derrière des cailloux. Et le soir, l'ingénieur du son, avec un sèche-cheveux, à l'hôtel, faisait sécher les talkies pour les remettre en état. Et le lendemain, il marchait. Mieux qu'avant. Donc en fait, quand un talkie ne marche pas, je crois qu'il faut les foutre à l'eau. Voilà le coffre. Sur ce film, je me rendais bien compte qu'il fallait, pour l'efficacité de la mise en scène, qu'il fallait faire un maximum, enfin pas un maximum, mais une bonne partie du film en studio. Il y avait évidemment cette fameuse salle des coffres qui
dont les plans avaient été prévus par le scénariste Bruno Tardon quand il avait installé tout son dispositif. Donc il était impensable de faire ça autrement qu'en studio. En même temps, il fallait que ce soit un décor solide, quoi, parce que c'était un décor sur lequel on s'accrochait avec des ventouses, des trucs, on se suspendait. C'est un peu méticuleux comme travail, il faut que ce soit précis, il faut que tout le monde comprenne bien, qu'on installe une petite bagnole ici, que l'autre va la commander là, et qu'on installe une caméra qui fait que... Enfin bon, c'était rudement bien inventé, donc il fallait être à la hauteur de cette invention-là. À la fin, après une semaine de salle des coffres, moi j'en avais ras la casquette de la salle des coffres. J'avais hâte qu'ils se tirent avec le fric, quoi. Quelque temps avant, Michel Blanc avait tourné Marche à l'ombre avec Lanvin et avec une bonne partie de l'équipe qui était en train de tourner avec moi les spécialistes. Et Marche à l'ombre est sorti quand nous, on était en plein tournage des spécialistes. Et moi, je me disais, la vache, pourvu que Marche à l'ombre marche, parce que si jamais Marche à l'ombre est un échec, en dehors du fait que Michel Blanc est un ami et que je suis sûr que le film va être super, je voudrais que ça marche, quoi, pour lui, pour son bonheur à lui, mais en plus, si Marche à l'ombre était un échec, c'était très enquiquinant pour le moral des troupes, parce qu'il y avait Lanvin qui était sur le tournage, il y avait Fechner qui était producteur de Marche à l'ombre et des spécialistes, il y avait une partie de l'équipe et tout ça, donc on était là en train de tourner activement le film de nuit, quoi. Et puis il y a le directeur de production qui vient nous trouver avec la bouche fendue aux oreilles et qui nous annonce les chiffres, la fourchette prévisionnelle de Marche à l'ombre, ou même le chiffre définitif, je ne me souviens plus. Et je crois que Marche à l'ombre avait fait 45 000, 43 000 ou 47 000 entrées le premier jour. Et alors tout le monde saute de joie, mais comme on imagine évidemment. Tout le monde tombe dans les bras de tout le monde. Au fin fond du Verdon, on se demande où est-ce qu'on peut acheter du champagne. Et moi, dans mon coin, je suis anéanti. Je me suis dit, mais voilà, c'est foutu, on fera jamais ça, quoi. On fera 25 000, 30 000 si tout va bien, mais on fera jamais mieux que Marche à l'ombre. Donc on est des nains. On est en train de faire un film qui va faire un carton et qui va forcément faire moins que Marche à l'ombre. Mais on a continué, moi avec un petit moral, en disant, voilà, on l'a dans le cul, quoi. Puis on a continué à faire le film, et en fait, le film a fait 63 ou 65 000 entrées le premier jour, donc on a réussi, et c'était totalement... c'est de la science-fiction, surtout aujourd'hui. Je crois que Gérard Lanvin, en effet, aurait bien aimé qu'on fasse un spécialiste, un nouveau film, pas forcément les spécialistes numéro 2, ou comme je dis souvent, les spécialistes font du ski, mais qu'on fasse un autre film avec Lanvin, Giraudot et moi, quoi, voilà. Mais ça a viré en eau de boudin parce qu'on ne savait pas trop bien quoi, quand, comment. 20 ans après les spécialistes, oui, 20 ans, je crois, ou un truc comme ça, on a fait Une chance sur deux avec le même Christian Fechner et avec les deux acteurs, Delon et Belmondo, qui, à l'époque des spécialistes, en avaient pris, eux, un coup dans la carafe parce qu'ils se sentaient mis sur la touche, du genre place à Lanvin Giraudot. Donc, ils se sentaient un peu dépossédés d'un terrain, quoi. Et on a fait Une chance sur deux, et moi, j'y ai cru à Une chance sur deux comme vous n'imaginez pas. Un petit peu comme si 20 ans après, je faisais les spécialistes numéro 2, justement. Et on s'est planté. Le succès énorme des spécialistes m'a donné confiance en moi, en fait, pour faire Tandem. C'est bizarre, hein. Je me suis dit, après le succès des spécialistes, je peux me permettre de faire Tandem, qui est un film qui n'intéressera personne. Mais là, je peux, quoi. J'ai acquis des points au permis qui me permettent d'en brûler quelques-uns. Fais ce que je dis et ferme ta gueule. Je t'aime pas beaucoup comme mec. Toi tu fais ce que tu veux mais moi je saute. Non! J'y ai! Mais tu râles tout le temps, t'es chiant, Carla, t'es chiant! Tu m'entends? J'aime pas ton circuit touristique.
T'es jamais contente, hein? Tiens! Ah, aide-moi! Aide-moi, tiens! C'est la merde, mon Rien faire, C'est la rien. merde! Bouge pas! Je glisse, merde! On va le faire, le casse. Je sais pas comment, mais on va le faire. Même avec le concours de l'armée, ton casque, il est impossible. Parce qu'il est impossible ce casque, je veux le faire! Eh ben fais-le tout seul! Épatant, tout va bien. C'était une fois un grand méchant, très méchant, assis sur un énorme tas de billes. Bon, t'es sûr que tu veux pas aller casser un bureau de poste à Lyon, ça m'arrangerait. Pourquoi t'en connais où il y a 3 milliards à taxer? Tu peux répéter là, j'ai pas bien compris. Mais tu râles tout le temps, t'es chiant, Carla, t'es chiant! Tu m'entends? Ça va? Super. Vous êtes malade? Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus le casse à 2, mais à 3. Ah bah bravo! Alors je savais même pas qu'on le faisait à deux, moi. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non! Si, allez! Le premier arrivé là-haut a gagné. Regarde pas en bas. J'ai perdu. Casse-toi le nez. Mais quelle main, pauvre con, va! Mais démerde-toi, je m'en fous! Je veux pas crever du rhume d'un autre. Ça fait longtemps que vous faites équipe tous les deux? 2 jours, c'est un coup de foudre. Je n'aime pas ton circuit touristique. T'es jamais contente, hein? Ah, mais galère! Tu m'arraches la main, bordel! Ce que t'as dans la tête, c'est pas le casse du siècle. C'est la connerie de l'année. Quel genre de matériel? Oh, ordinateur, scanner. Pourquoi faire? Programme un ordinateur, c'est un boulot de tronche. J'ai besoin de calme, c'est clair, t'es content? Je comprends pas, mais je suis content. Dis donc, t'as pas perdu ton temps, Tôle, hein? Eh, tu voulais être à la mode en sortant, moi? Pourquoi vous l'avez engagé? Parce que c'est un spécialiste, non? Je te signale qu'on va voir toute la mafia au cul avec tes conneries. Même avec le concours de l'armée, ton casque, il est impossible. C'est parce qu'il est impossible ce casque que je veux le faire! Eh ben fais-le tout seul. Épatant, tout va bien. There once was a horrible ogre whom the king hired to guard a huge pile of money. Look, are you sure it wouldn't be better to rob a savings and loan? Why, do you know one with $3 million in the till? Would you repeat that? I don't think I heard right. You know what you are. You're chicken, Gorilla. You're chicken, you hear? You okay? Sure, I'm fine. Are you crazy? Somehow I have the impression it's no longer 2 of us pulling this job, but 3. I'll be darned. I didn't even know that there were 2 of us. Do what you want, but I'm gonna jump. No! No! The first one to reach the top wins. Don't look down. I'm gonna sneeze. Wipe your nose. What am I gonna wipe my nose with? What's your problem, you jerk? Just keep your friggin' Colts yourself. How long have you two been working together? For 2 days without a break. You should have been a tour guide. Stop bitching, will you? Oh! 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 Christ, you rip off my hand! You think you're onto the job of the century. Shh. It's the joke of the year. What equipment is that? Oh, a computer, scanner. But what for? To program a computer, and it takes brains to do it. And I can't be disturbed. Is that clear or not? Sure, it's perfectly clear. You sure weren't wasting your time in jail. Yeah.
I figured I had a future ahead of me. Why did you hire him? Because he's a specialist. It's your fault we got the whole mafia on our tail. You know that. Even if we had a whole army with us, that gig's impossible. Because it's impossible, then I want to do it. Well, fine, do it alone. Not bad, it's terrific.